Dans cet épisode de Cruauté en face, nous explorons une affaire qui a choqué le Royaume-Uni, le meurtre de Nisha Patel Nasri. Derrière l'image d'un couple apparemment heureux se cachait une trahison inimaginable, révélant les profondeurs de la cupidité et de la perfidie humaine. Chaque jour, nous côtoyons l'ombre, témoins impuissants de comportements qui défient toute compréhension. La souffrance infligée par un individu à un autre est une réalité qui, malheureusement, ne prend jamais de répit. Sur cette chaîne, nous décryptons ce côté obscur, exposons les crimes les plus pervers et tentons de comprendre l'esprit de ceux qui osent commettre l'innommable. Je suis Genéza et aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans cette nouvelle affaire glaçante. Préparez-vous, l'obscurité n'a jamais été aussi proche. Nisha Patel Nasri a vu le jour en 1977 à Luton, une ville du sud-est de l'Angleterre nichée dans le comté de Bedfordshire. Ses parents, originaires du Gujarat, cet État vibrant sur la côte ouest de l'Inde, avaient choisi de s'installer au Royaume-Uni, rêvant sans doute d'un avenir meilleur. Mais la vie de Nisha, un véritable parcours semé d'embûches. En 1996, son père s'est éteint. Un choc immense pour elle, très proche de sa famille. Dévouée, elle s'est alors pleinement consacrée à sa mère, jusqu'à ce que le destin lui arrache aussi cette dernière en 2001. 5 petites années plus tard. Nisha a grandi et vécu principalement à Wembley, ce quartier du nord-ouest de Londres, célèbre pour son stade légendaire. Mais elle ne s'est pas contentée de rêver de grandeur. Elle a agi. Ambitieuse et travailleuse, elle a quitté l'école à 18 ans, décidée à ouvrir son propre salon de coiffure. 7 jours sur 7, sans relâche, elle s'est investie corps et âme, et ses efforts ont payé. En 10 ans, son entreprise a littéralement explosé, attirant plus de 2000 clients et générant des revenus confortables. Puis, à 26 ans, elle a croisé la route de Fadi Nasri, un homme de 4 ans, son aîné. En seulement 6 mois, oui, 6 mois, ils se sont dit oui. Leurs amis les décrivaient comme un couple fusionnel, tendre, presque parfait. Presque. Peu après avoir rencontré Fadi, Nisha a décidé de s'engager encore plus pour sa communauté en devenant constable spéciale, une agente de police bénévole. Elle brûlait d'envie d'aider la localité qu'il avait vue grandir. Une femme au grand cœur, qui voulait tant protéger les siens. Ironique, quand on sait ce qui allait suivre. Le dévouement de Nisha, aussi bien envers son entreprise que sa communauté, était connu de tous. Une femme admirée, respectée. Pourtant, derrière ce tableau parfait, tout n'était pas si limpide. Sous cette façade d'altruisme, quelque chose clochait. Nisha voulait sincèrement rendre les rues plus sûres. Elle accomplissait ses missions de constable spécial entièrement bénévolement, sans toucher le moindre centime. Pour elle, c'était une vocation, une cause noble. L'argent? Aucune importance dans cette démarche. Son frère aîné, Katen, habitait tout près, à quelques pâtés de maison. Ils se voyaient souvent, très souvent. Leur relation était solide, complice. Katen se souvient parfaitement combien Nisha adorait les enfants. Elle avait plusieurs nièces et neveux, et elle était la tante idéale. Toujours à les gâter, à leur offrir des cadeaux, à les emmener en escapade ou à organiser des fêtes d'anniversaire mémorables. Active, Nisha l'était aussi. Elle raffolait de natation, un vrai poisson dans l'eau. Joyeuse, extravertie, bavarde et surtout intrépide. Elle ne craignait jamais la confrontation et disait toujours haut et fort ce qu'elle pensait. Franche, peut-être trop. Aux côtés de Fadi Nasri, son mari, elle co-dirigeait également une entreprise de location de limousines. Fadi gérait l'administratif, tandis que Nisha avait la main sur les finances. Une répartition bien huilée. Leur affaire prospérait,
tout comme le salon de coiffure de Nisha. Professionnellement, tout roulait, et leur vie personnelle, en apparence, un couple uni, harmonieux. Mais parfois, les apparences peuvent être cruellement trompeuses. Ils formaient un couple entouré d'un large cercle d'amis et étaient appréciés de tous. Vraiment, à les voir, on aurait pu croire qu'ils avaient tout pour être heureux. Une vie stable, des affaires florissantes, de l'amour. Leur avenir semblait tout tracé, baigné de lumière. Le 11 mai 2006, en début de soirée, Fadi et Katen, le frère de Nisha, sont passés par son salon de coiffure, juste avant la fermeture. Un petit coup de ciseau, une coupe rapide, rien d'anormal. Plus tard, pour prolonger les festivités de leur 3e anniversaire de mariage, célébré la veille, Fadi a préparé le dîner pour sa femme. Après le repas, Fadi a décidé de sortir jouer au billard avec un ami. Nisha, de son côté, fatiguée, a pris une douche, enfilé son pyjama et s'est doucement préparée à dormir. Une soirée tranquille. Jusqu'à ce qu'un cri strident déchire le silence de la rue. Il était environ 11h30. Les voisins, affolés, ont accouru dehors pour comprendre ce qui venait de se passer. Et là, l'horreur. Nisha Patel Nasri gisait sur l'allée, baignant dans une mare de sang. Les secours ont été appelés en urgence. Mais Nisha était déjà inconsciente. Prévenue, Fadi est arrivé peu après les ambulanciers. Effondré, sous le choc, une douleur qu'on devinait sincère. Le frère de Nisha, alerté lui aussi, s'est précipité sur place. Ensemble, ils ont suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital dans un silence pesant. Mais l'espoir n'a pas duré. 30 minutes plus tard, Nisha a succombé. Une seule blessure, mais fatale, un coup de couteau. La lame avait sectionné son artère fémorale, provoquant une hémorragie massive. Un seul coup, et toute une vie s'est éteinte. Tout portait à croire que Nisha avait été attaquée juste sur le pas de sa porte, chez elle, là où elle aurait dû être en sécurité. L'agresseur, sans perdre une seconde, s'était volatilisé dans la nuit. Les voisins, horrifiés, peinaient à croire ce qu'ils voyaient. Cette rue paisible, dans un quartier tranquille, venait de devenir le théâtre d'un crime sanglant. Les premières hypothèses de la police, un cambriolage qui aurait mal tourné, logique, non? Sauf que rien ne collait, absolument rien. La maison était impeccable, pas la moindre trace d'effraction, pas un meuble renversé, rien de déplacé. Sur le canapé du salon, les enquêteurs ont découvert environ 350 livres en liquide, les gains de la journée que Nisha avait ramenés de son salon de coiffure. L'argent était là, bien en évidence. Son portefeuille, intact, carte bancaire, téléphone portable, rien n'avait disparu. Même la limousine garée devant la maison, que Fadi utilisait dans son entreprise de location, n'avait pas été touchée. Aucun signe de tentative d'effraction. Pas la moindre rayure. Mais alors, qu'est-ce qui avait disparu? Seulement le plus grand couteau de cuisine. Oui, juste ça. Dans la cuisine, 2 blocs de couteaux trônaient sur le comptoir, avec un vide bien visible. Fadi était formel. Tous les couteaux étaient à leur place plus tôt dans la journée. Et il y avait ce détail glaçant. À côté des blocs de couteaux, des verres à champagne étaient soigneusement empilés. Intacts. Pas un ne tremblait sur la pile. Les policiers en ont tiré une conclusion dérangeante. Le couteau avait été pris calmement, délibérément, pas dans la panique, ni au cours d'une bagarre. Non, quelqu'un avait tranquillement choisi son arme. Et ça, c'était bien plus inquiétant qu'un simple cambriolage. Le couteau manquant, introuvable, ni dans la maison, ni sur l'allée, rien. Ce détail glaçant ne laissait guère de doute. L'agresseur était reparti avec l'arme du crime. Autre élément troublant, aucun signe d'intrusion, pas la moindre trace de sang à l'intérieur. Tout était concentré dehors.
Les enquêteurs ont alors envisagé un scénario inquiétant. Et si Nisha avait entendu un bruit suspect? Et si, par instinct ou par précaution, elle avait saisi le couteau avant de sortir? Peut-être pensait-elle simplement faire fuir un rôdeur. Mais à peine avait-elle franchi le seuil que son agresseur lui aurait arraché le couteau des mains pour le retourner contre elle. Un coup unique, fatal. Et puis, plus rien. Silence. Les voisins ont été interrogés les uns après les autres. L'un d'eux a rapporté avoir vu un homme s'enfuir précipitamment cette nuit-là. Un homme noir, grand, corpulent, vêtu d'un sweat à capuche. 2 autres témoins ont, eux aussi, affirmé avoir remarqué une silhouette correspondant à cette description rôder dans les parages avant l'attaque. Une présence qui, sur le moment, ne leur avait pas semblé menaçante. Et pourtant, rapidement, l'affaire a pris une ampleur nationale. Les gros titres des journaux s'en sont emparés. Les médias relayaient l'horreur. Le pays tout entier découvrait le drame de Nisha. La police a lancé un appel désespéré à témoins. Toute personne ayant la moindre information était priée de se manifester. Fadi et Katen, le cœur brisé, sont apparus publiquement, suppliant qu'on les aide à retrouver l'assassin de Nisha. Bien sûr, les enquêteurs se sont tournés vers les proches. Premier réflexe, le mari. Fadi a été interrogé de fond en comble, ses amis aussi, mais son alibi a été confirmé. Impeccable, aucun faux pas. Alors, la question brûlait les lèvres des enquêteurs. Nisha avait-elle des ennemis? Quelqu'un lui en voulait-il au point de vouloir sa mort? Ou bien, quelque chose d'étrange s'était-il passé dans sa vie récemment? Autant de pistes à explorer. Mais la vérité, elle, semblait encore bien loin. Fadi a révélé aux enquêteurs un détail troublant. 5 jours avant la mort de Nisha, un incident glaçant avait eu lieu. 2 hommes avaient tenté de s'introduire chez eux pendant que Nisha était seule. Pas vraiment rassurant. D'abord, ils avaient essayé de la duper, espérant qu'elle leur ouvrirait la porte, mais elle n'était pas dupe. Alors, ils étaient passés à la manière forte. Pied de biche en main, ils ont tenté de forcer la serrure. Heureusement, sans succès. Finalement, ils avaient abandonné et s'étaient éclipsés. Mais le plus glaçant, l'un des intrus correspondait étrangement à la description de l'homme aperçu la nuit du meurtre. Un homme noir, grand, portant une capuche. Coïncidence? Franchement, difficile d'y croire. Nisha avait été profondément ébranlée par cette tentative de cambriolage. On la comprend. Et pour les enquêteurs, impossible d'ignorer ce lien. Trop gros pour être un simple hasard. Mais ce n'est pas tout. Fadi a également mentionné que des menaces pesaient sur lui et Nisha. Il a parlé d'un différend commercial survenu 2 mois auparavant. L'affaire concernait une limousine qu'il avait vendue à une femme de Glasgow, elle aussi dans le business de location de voitures. L'accord prévoyait qu'il puisse encore utiliser le véhicule pour honorer des réservations déjà prévues. Propre, non? Eh bien, pas vraiment. La femme s'était plainte de l'état de la limousine et avait refusé de la lui prêter à nouveau. Fadi, pas du genre à se laisser faire, avait tout simplement repris la voiture sans autorisation, rempli ses engagements, puis rendu le véhicule. La réaction de la femme? Explosive. Elle a multiplié les appels furieux, hurlant des menaces. Fadi, malin, avait pris soin d'enregistrer ces conversations. Il a d'ailleurs remis son téléphone à la police pour qu'elle puisse écouter tout ça. Alors maintenant, la question se pose. Cette querelle commerciale aurait-elle pu dégénérer au point de coûter la vie à Nisha? Ou était-ce une simple distraction, masquant quelque chose de bien plus sombre? Les enquêteurs savaient qu'ils devaient creuser cette piste, et pour cause, la véritable cible de l'attaque n'était peut-être pas Nisha, mais Fadi lui-même. Et puis, il y avait ce message glaçant, une menace brute, sans détour. C'était la plus grande erreur de ta putain de vie. Et je ne rigole pas, tu t'es frotté à la mauvaise personne ici, mon pote.
t'es tombé sur la mauvaise personne. Cette menace suintait la rancune, et elle semblait clairement destinée à Fadi. Alors, est-ce que Nisha s'était retrouvée là, au mauvais endroit, au mauvais moment, une victime collatérale dans une histoire qui ne la concernait même pas? Les enquêteurs devaient en avoir le cœur net. Ils ont donc pris la route direction l'Écosse pour interroger la fameuse femme de Glasgow, celle avec qui Fadi s'était violemment disputé à propos de la limousine, celle qu'il avait copieusement insultée au téléphone. Mais après un interrogatoire approfondi, elle a été rapidement écartée des suspects. Une impasse. Rien de concret. Pendant ce temps, les recherches de l'arme du crime continuaient autour de la maison de Nisha. Les policiers ont ratissé les environs. Tout, parc, égouts, poubelles, jardin, rien n'a été négligé. Ils ont même utilisé des détecteurs de métaux, persuadés que le tueur avait pu se débarrasser du couteau tout près. Mais malgré leurs efforts acharnés, l'arme restait introuvable, un vide glaçant, comme si le meurtrier avait tout prévu, ou connaissait parfaitement les lieux. Enfin, 2 semaines après le drame, un rebondissement inattendu survient. À environ 1 kilomètre de la scène du crime, un couteau est découvert, coincé sous une grille de drainage, solidement ancré dans le sol. Exposé à l'eau courante du drain, le couteau avait malheureusement été nettoyé par les éléments, effaçant potentiellement des preuves cruciales. Pourtant, la police a pu confirmer qu'il s'agissait bel et bien de l'arme du crime. Comment? Grâce à des traces d'ADN de Nisha retrouvées dessus. Une maigre victoire, car au-delà de cela, aucune autre preuve. Rien pour remonter jusqu'à l'agresseur. Les enquêteurs n'ont pas baissé les bras. Ils ont décidé de revoir minutieusement les images de vidéosurveillance des environs. Aucune caméra ne couvrait directement le drain où le couteau a été retrouvé. Mais un détail crucial a émergé. La nuit du meurtre, à 23h30, soit juste après l'agression, une voiture s'est brièvement arrêtée derrière un autre véhicule stationné près de la zone. 7 petites secondes. Les phares de cette voiture se sont reflétés sur la carrosserie du véhicule garé avant que la voiture ne reparte. Cette fois, elle était entièrement visible dans le champ de la caméra. Mais le sort s'est montré cruel. Les images étaient trop floues pour identifier la plaque d'immatriculation. Cependant, un détail a sauté aux yeux des enquêteurs. Le véhicule était une Audi A4 argentée. Un modèle banal? Peut-être, sauf qu'il y en avait plus de 18 000 immatriculés dans le sud-est de l'Angleterre. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Pourtant, en y regardant de plus près, 2 caractéristiques distinctives sont apparues. Primo, l'un des feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation ne fonctionnait pas. Secundo, la voiture possédait une antenne montée sur le toit, pas si courant. Ces détails, minces mais précieux, offraient enfin un angle d'attaque. Les enquêteurs ont alors lancé une vérification minutieuse de toutes les Audi A4 argentées enregistrées à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre. Un travail colossal. Et comme si cela ne suffisait pas, face à ces avancées limitées, la police a pris une décision stratégique. Ils ont plongé dans les données du téléphone de Fadi, déjà saisies plus tôt dans l'enquête. Peut-être que la clé de cette énigme se trouvait là, dans ses appels, ses messages ou ses contacts. L'enquête a pris un tournant brutal lorsque la police a découvert, sur le téléphone de Fadi, une photo troublante, la cuisse nue d'une autre femme. Confronté à cette image compromettante, Fadi a tenté de désamorcer la situation avec une plaisanterie douteuse. « Oh, ce n'est qu'une amie !» Mais les enquêteurs n'étaient pas dupes. Très vite, il est devenu évident que Fadi menait une double vie. Il n'a pas fallu longtemps pour que les soupçons se confirment. Il avait bel et bien une liaison. Au départ, il a nié, bien sûr, mais sous la pression, il a fini par craquer. Oui,
il fréquentait une autre femme depuis 3 mois. Cette femme, c'était Laura, une jeune Lituanienne, travailleuse du sexe, que Fadi avait d'abord rencontrée comme simple cliente, avant de tomber sous son charme. Rapidement, leur relation a dépassé le cadre professionnel. Fadi la couvrait de cadeaux luxueux et organisait des escapades romantiques, notamment un voyage en Égypte. À Nisha, il avait prétexté devoir rendre visite à un oncle malade. Avec cette révélation fracassante, il est devenu le suspect numéro 1. Les enquêteurs ont aussitôt interrogé Laura, envisageant que ce couple adultère ait pu comploter pour éliminer Nisha, la seule personne gênante dans cette équation. Mais après un interrogatoire approfondi, elle a été mise hors de cause. Elle n'avait rien à voir avec ce crime. Quand la famille de Nisha a appris l'existence de cette liaison, ce fut un choc absolu, inimaginable, mais un détail les a glacés encore plus. Fadi était obsédé à l'idée que la police fouille dans son téléphone, à tel point qu'il en perdait le sommeil, un comportement pour le moins suspect. Que cachait-il encore ? Fadi ne cessait de répéter qu'il connaissait des personnes peu fréquentables et que c'était la raison de son inquiétude. Un discours qui aurait pu sembler exagéré, sauf que, cette fois, il disait vrai. Les enquêteurs ont découvert que, dans les jours précédant la mort de Nisha, il était en contact régulier avec un certain Roger Leslie, 38 ans, un trafiquant de drogue notoire du coin, un homme au tempérament explosif, violent et imprévisible. Roger arborait de nombreux piercings et selon ses propres dires, chacun d'eux représentait une personne qu'il avait tuée. La police a commencé à envisager plusieurs scénarios. Fadi consommait-il de la drogue ? Était-il lui-même impliqué dans le trafic ? Ou pire, Roger Leslie avait-il un lien direct avec le meurtre de Nisha ? Un détail glaçant a particulièrement retenu l'attention des enquêteurs. Roger avait contacté Fadi presque immédiatement après l'attaque, pile au mauvais moment. Intriguée, la police a scruté les données téléphoniques de Roger pour vérifier s'il se trouvait près de la scène du crime. Mais non, à ce moment-là, il était ailleurs. Une piste qui s'effondrait, pas tout à fait. Avant d'appeler Fadi, Roger avait passé un autre coup de fil. Le numéro appartenait à Emmanuel, 42 ans, employé dans une boîte de nuit. Les enquêteurs ont alors creusé cette nouvelle piste. Et là, bingo! Emmanuel conduisait une Audi A4 argentée. Pas n'importe laquelle. Sa voiture avait précisément une antenne de toit et une lumière défectueuse sur la plaque d'immatriculation. Exactement comme celle filmée près de la scène du crime. Coïncidence ? Impossible. La police n'a pas hésité. Emmanuel a été arrêté et sa voiture fouillée de fond en comble. Sous l'éclairage du luminol, une découverte terrifiante a été faite. Un couteau ensanglanté reposait sur l'accoudoir. Le puzzle commençait enfin à s'assembler. Au début, Emmanuel s'est montré méfiant, peu enclin à collaborer. Mais face aux preuves accablantes qui s'accumulaient contre lui, il a fini par céder. Il a admis qu'il se trouvait bien près de la maison de Nisha la nuit du meurtre, mais a juré qu'il n'était jamais sorti de sa voiture. Selon lui, il n'était que le chauffeur, rien de plus. Il aurait simplement conduit quelqu'un pour conclure une transaction de drogue. Un banal échange, sans histoire. Il a insisté. Il ignorait totalement que ce trajet cachait des intentions meurtrières. Finalement, sous la pression des enquêteurs, il a lâché un nom, celui de Jason Jones. C'était lui, selon Emmanuel, qui avait tué Nisha. Jones n'était pas un inconnu, loin de là. Videur dans une boîte de nuit locale, il était tristement célèbre auprès de la police. Un casier judiciaire long comme le bras, 75 condamnations. Oui, 75. Vol, agression, violence contre des agents de police, possession d'armes, un véritable cocktail explosif. Les enquêteurs ont alors interrogé Emmanuel sur cet appel passé à Roger Leslie juste après le meurtre.
Sa réponse? C'était Jason qui avait pris son téléphone pour appeler Roger. Ce n'était d'ailleurs pas le seul appel suspect. Cette nuit-là, Jason avait contacté plusieurs personnes via le téléphone d'Emmanuel, des numéros inconnus de ce dernier. Des gens avec qui Emmanuel n'avait jamais eu le moindre contact. Mais le détail le plus glaçant restait à venir. Il a raconté que, juste après l'agression de Nisha, Jason s'était vanté d'avoir vu une grosse somme d'argent dans le salon. Un détail qui n'avait pas pu lui échapper par hasard. Jason Jones n'était pas seulement un criminel, c'était un prédateur, et maintenant, il était dans le viseur des enquêteurs. C'était un indice majeur pour les enquêteurs. Jusque-là, ils avaient pensé que le meurtrier n'avait jamais mis un pied dans la maison et que tout s'était joué dans l'allée. Mais cette hypothèse s'est effondrée. Il n'y avait eu aucun signe d'effraction, aucune serrure forcée, rien. Ce qui a signifié une chose, le tueur avait eu une clé. Alors, la police a envisagé un scénario glaçant. Jason Jones avait pu entrer dans la maison, se diriger calmement vers la cuisine et saisir le plus grand couteau. Nisha, ayant entendu du bruit en bas, avait sûrement cru que Fadi était rentré. Mais en découvrant un inconnu dans sa maison, la panique l'avait submergée. Elle avait tenté de fuir par la porte d'entrée. C'est là que Jones l'avait attaqué, l'avait blessé mortellement avant de disparaître. Mais comment Jones avait-il mis la main sur la clé? La réponse avait semblé évidente. Fadi, son propre mari. En creusant davantage, la police avait découvert un autre détail accablant. Fadi croulait sous des dettes de plus de 100 000 livres sterling. Son entreprise de limousine était au bord de la faillite. Et comme par hasard, Nisha avait souscrit une assurance vie 3 mois avant sa mort. Devinez qui en était le bénéficiaire exclusif? Fadi. Montant du pactole, 350 000 livres sterling. Fadi n'avait pas seulement été un mari infidèle, menteur et manipulateur. Il avait désormais eu un mobile évident, l'argent. Le puzzle s'était assemblé. La police avait identifié 4 suspects. Emmanuel, le chauffeur, Jason Jones, l'homme qui avait poignardé Nisha, Roger Leslie, le trafiquant de drogue, qui avait probablement servi d'intermédiaire, Fadi Nasri, le cerveau derrière toute cette opération qui avait eu tout à gagner de la mort de sa femme. Roger Leslie avait accepté le contrat et avait recruté Jason Jones pour exécuter le meurtre. Lorsque les enquêteurs avaient confronté Fadi avec toutes les preuves, il avait éclaté en sanglots incontrôlables. Impossible de le calmer. Mais une fois face aux policiers, il s'était muré dans le silence. Pas un mot, tout comme Roger et Jason. Seul Emmanuel avait daigné parler. En février 2007, les 4 hommes avaient été officiellement inculpés du meurtre de Nisha. Aucun n'avait reconnu sa culpabilité. La police avait été nerveuse à l'approche du procès. Les preuves avaient été solides, mais surtout circonstancielles. Pas de preuves directes, un pari risqué. Le procès s'était ouvert en 2008, 4 mois d'audience, de tension, de révélation. Et le 28 mai, après 6 jours de délibération, le verdict était tombé. Fadi Nasri et Jason Jones avaient été reconnus coupables de meurtre. La sentence? Réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Le juge avait souligné qu'il aurait condamné Fadi plus sévèrement s'il avait été certain que la motivation principale était financière. Mais tout avait porté à croire que Fadi avait surtout voulu tourner la page et commencer une nouvelle vie avec sa maîtresse lituanienne, Laura Mokina, qui avait d'ailleurs été présente dans la salle d'audience pour assister à sa chute. Ironie cruelle. Les dettes de Fadi avaient ruiné son entreprise, mais la mort de Nisha représentait pour lui un jackpot assuré. Le greffier de Londres, Peter Beaumont, QC,
avait précisé que même si la mort de Nisha avait offert à Fadi la possibilité de poursuivre sa liaison et de profiter de l'assurance, le jury n'avait pas eu besoin d'être convaincu que c'était un meurtre commandité à des fins financières. Le verdict a levé le voile sur la véritable nature de Fadi Nasri. Loin d'être le mari aimant qu'il prétendait être, il avait surtout aimé l'argent de Nisha. Endetté, il avait englouti 15 000 livres de Nisha pour sauver son entreprise de limousine sans succès. Pourtant, il continuait à mener grand train, roulant en Lexus et exhibant une montre Hublot volée de 10 000 livres. Pendant que Nisha gérait son argent avec rigueur, lui dilapidait des sommes folles pour satisfaire sa maîtresse. Acculé, Fadi a pris une décision radicale, payer 18 000 livres à un tueur à gages pour se débarrasser de sa femme. Roger Leslie, l'intermédiaire, a écopé de la perpétuité, libérable après 18 ans. Emmanuel, le chauffeur, a été acquitté, mais Fadi n'en était pas à son premier dérapage. En 1998, il avait été condamné à 9 mois de prison pour avoir volontairement roulé sur un policier. Avant même de rencontrer Nisha, il dirigeait une agence d'escorte, activité qu'elle l'avait poussé à fermer. Malgré ses défauts, Nisha avait cru en lui, finançant son entreprise et espérant son succès. Après sa mort, les médias ont déterré des erreurs passées. En 2004, Nisha avait aidé Fadi à récupérer une dette liée à son agence d'escorte, ce qui lui avait valu un avertissement. Mais la police londonienne avait clos l'affaire. Le passé familial de Fadi était tout aussi sombre. Son père, Farouk Nasri, avait été condamné pour violence et accusé de double meurtre avant de se suicider en prison. Ketan, le frère de Nisha, a dénoncé la barbarie de ce crime, qualifiant Fadi de lâche, incapable de faire face à une femme sans défense. Il a rappelé combien Nisha était lumineuse, toujours prête à aider. Le détective Nick Scolar a condamné cette trahison ultime. Fadi avait orchestré le meurtre de sa femme pour vivre librement avec sa maîtresse et profiter de son assurance. Un crime d'une cruauté sans nom. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.